Pourquoi j'ai choisi le métier d'informer? C'est pas très glamour comme réponse, mais c'est vraiment parce que ça me permettait de vivre de ma plume et je suis tombé dedans. Je me suis passionné pour ce métier-là et maintenant, je suis très fier d'avoir fait ça. Mais prime abord, j'ai commencé à écrire dans des journaux locaux parce que je voulais vivre de ma plume. Journaliste et auteur, Hugo Meunier a fait du journalisme d'immersion sa marque de commerce. Journaliste à la presse pendant une dizaine d'années, aujourd'hui reporter pour Urbania, au fil de sa carrière, Hugo Meunier s'est mis dans toutes sortes de situations. Il s'est fait embaucher dans un Walmart pendant 3 mois pour rendre compte des conditions des travailleurs à petit salaire. Il s'est glissé dans la peau d'un itinérant. Il a jeûné durant le ramadan avec une famille musulmane. Il est même allé jusqu'à infiltrer sa propre vie en 2017 en publiant son autobiographie, un prétexte pour enquêter sur cette propension qu'ont nos vedettes de s'épancher ainsi sur leur vie privée. Aujourd'hui, dans la mi-quarantaine, Hugo Meunier adopte toujours cette approche somme toute assez unique au Québec, à la frontière entre l'enquête sérieuse et le journalisme gonzo. Une rencontre avec Hugo Meunier. C'est bien vendu, cette autobiographie, Hugo Meunier? Oui, vraiment bien vendu. J'avais appelé à un moment donné mon éditeur, Marc Fortier, pour lui demander, coudonc, on a vendu combien de ça? Et il m'a répondu, tu sais, l'important, c'est qu'on a eu du plaisir à faire ça. Donc, je pense que j'en ai vendu là, dans mon cercle d'amis rapprochés, mais pas tous. Je suis fier de ce livre-là, mais je pense qu'il va être reconnu après ma mort. Posthume. Ouais, posthume. Avant de parler de journalisme d'immersion, j'aimerais qu'on parle du terrain, du journaliste de terrain. En avril 2020, au tout début de la pandémie, sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes, tu parlais de journaliste de confinement. Et tu écrivais ceci, je te cite, « Ça fait déjà un bail que le journaliste de confinement est à la mode. Ça fait presque 20 ans que je gagne ma vie dans les médias et j'ai toujours trouvé que le journaliste de terrain était l'enfant pauvre de la profession. » Snobé par les puristes et non reconnu à sa juste valeur. Comment on explique ce manque d'intérêt pour le journaliste de terrain actuellement? J'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je ne comprends pas. C'est un peu ma vieille marotte, ma croisade personnelle, au point que je suis devenu une espèce de belle-mère qui a quitté le PQ, là. Mais pour moi, c'est un non-sens, parce que le fun de notre métier, c'est de sortir puis de rencontrer du monde. Et j'ai vite compris et réalisé que c'était pas le lot de tout le monde. T'sais, en arrivant à la presse, ça se garochait pas du tout dans les reportages terrain, sauf s'il y avait une dimension un peu internationale. Tu sais, le terrain ailleurs était comme magnifié, primé dans les concours de journalistes. Tu sais, aller faire du terrain en Afghanistan, c'est très hot, mais le terrain dans notre cour, le terrain à Laval, le terrain partout, pas vraiment. Et ce terrain de jeu-là, moi, je pensais qu'on serait plusieurs à se l'arracher, mais pas du tout. Et je me l'explique pas. J'oserais pas dire que c'est de la paresse parce que je pense que les gens travaillent fort. Ça m'a donné du trouble un peu, cette chronique-là. Oui? Ouais, parce que, tu sais, les gens... Puis c'est sûr que, tu sais, c'était carré un peu. Et les gens, il y a des gens qui m'écrivaient en disant, là, c'est bien facile là, de chier sur les journalistes du haut de ton privilège. Tu sais, je suis salarié, je gagne un bon salaire. Donc, c'est facile pour moi. Tu sais, là, il y a des pigistes qui n'arrachent. Tu sais, je suis conscient de tout ça, qui font des pinottes. Fait que, tu sais, si, mettons, un média te donne 100$ pour faire une pige, ça se peut que tu n'aies pas le goût d'aller passer 3 heures sur le terrain. Fait que, tu sais, j'avais peut-être un peu échappé dans mon angle mort cette dimension-là. Fait que je me suis fait un peu ramasser, puis je l'ai pris, puis je suis assez d'accord avec les critiques, mais pour moi, je trouvais ça très préoccupant de voir des médias se péter les bretelles, d'être capables de sortir leurs médias pendant le confinement de la maison, parce que je me disais, quel dangereux précédent on est en train de créer là, tu sais, vous voyez, on est capable de sortir un journal sans sortir de la maison. C'est toute la distance avec le lectorat que je trouve déjà très, très... je trouve que le fossé se creuse avec les gens. Le proverbial vrai monde depuis longtemps. Et le fait de se trouver bon de sortir un média sans sortir de la maison en confinement, je me dis, OK, on n'est pas en train d'améliorer notre sort. Je pense qu'on devrait revenir, au contraire, rapidement de l'autre sens pour pouvoir peut-être diminuer cette distance-là, je trouve, qu'on a avec les gens. Est-ce qu'avec la pandémie, parce que tu faisais une prédiction en disant je pense qu'on va se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas sortir sur le terrain quand la pandémie va se terminer, est-ce que ça s'est avéré? Présentement, je trouve pas que les gens se garochent sur le terrain du tout. Pendant la pandémie, nous, on était quasiment, tu sais, puis là, encore là, on est Urbania, là, on n'est pas le courrier international, là, mais tu sais, on allait sur le terrain, puis des fois, c'était facile d'avoir des entrevues, de rencontrer les gens.
Et les gens nous disaient souvent, Colin, c'est le fun d'avoir des... Mais moi, je trouvais ça complètement indécent que des journalistes soient recroquevillés en dessous de leur lit à gagner 100 000 par année, alors que l'autre bord de la rue, à l'Intermarché, la caissière était là jour 1 à la pandémie jusqu'à la fin au salaire minimum. Puis j'étais comme... On est supposé être les gens, tu sais, c'est notre travail quand même, puis on n'est pas en Ukraine non plus, là, tu sais, c'est pas une zone de guerre, là, c'est la pandémie. Là. Mets un masque, garde tes distances, puis va parler au monde qui, eux autres, ils vont tous les jours travailler, là. Fait que non, mais j'ai pas senti que c'est revenu, tu sais, je pense que dans les grosses salles de presse, présentement, c'est pas revenu... sont encore déserts. Je pense que c'est une journée, semaine. Il faudrait qu'on m'explique présentement est où le problème pour pas que les gens reviennent au bureau. Je comprends aussi que l'autoroute King, c'est le bordel. Puis si je vivais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça ne me tente pas de retourner au centre-ville 5 jours, semaine. Je suis conscient de ça, mais moi, je trouve pas que c'est une bonne nouvelle que les gens sont capables de travailler tous de chez eux sans voir personne. Quand est-ce que tu as trouvé, toi, que tu étais sur ton X sur le terrain, dans le style de journaliste que tu fais, aller à la rencontre des gens, tout ça? Moi, j'ai fait une couple d'années moi, j'avais commencé ma carrière le 11 septembre 2001, hein, puis pas pour aller couvrir les attentats terroristes à New York, mais pour couvrir la Maison des jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-lac, fête ses 10 ans. Oh là là. J'étais là. Et c'était pour l'Éveil. C'est un hebdo à Saint-Eustache, là. Je viens de là et tout ça. Fait que moi, j'avais comme... j'aimais ça, mais c'était comme des trucs... Écoute, j'ai commencé ma carrière comme chroniqueur, moi. J'étais le fureteur. J'avais un beau chapeau de Quaker avec ma couette, puis il m'avait mis une loupe devant l'œil parce que je furetais partout. Je mettais tout le temps mon petit nez partout. Fait que c'était comme plus des histoires funky, là. J'avais fait une entrevue avec la madame qui vit avec 33 perroquets, le sosie d'Elton John. C'était plus du cabotinage, tu sais, au début, puis je pense qu'il voulait avoir un jeune. Puis j'étais, à l'époque, t'imagines, là, aujourd'hui, c'est plus moi, mais là, j'étais l'espèce de jeune qu'on aimait ça pour... mon patron, il avait à peu près 100 ans dans ce temps-là. Il était tout content d'avoir un jeune chez l'Éveil, puis tout ça. Fait que c'est bon pour notre jeune lectorat, tu sais, le jeune lectorat de l'Éveil. Bref, j'avais pas encore ma piqûre, mais je trouvais ça cool d'écrire dans un journal, mais tu sais, ça devait être très mauvais. Mais quand je suis arrivé au Courrier Laval, il n'y a pas beaucoup d'itinérance à Laval. Bon, tu sais, c'est comme le cliché de la ville, que tout va bien, trampoline et tout le kit. Et moi, il y avait une ressource, là, le Chic Resto Pop de ce coin-là, puis c'était la seule place qui avait des itinérants, puis j'avais décidé d'aller dormir là, mais infiltré. Ce qui était mauvais, parce que j'étais déguisé en itinérant. J'ai pas connu la pauvreté, là. Je viens d'un bungalow avec une piscine hors terre. Fait que là, moi, j'étais arrivé là avec mon tapis de sol. Puis, vraiment déguisé. Ça, c'est ton premier reportage d'infiltration. Ouais. D'accord. Puis, la une, c'était moi de dos. J'avais les cheveux longs dans ce temps-là, aucune calvitie. Puis, c'était un imposteur nommé Mathieu. C'était moi, parce que je m'étais fait buster finalement après comme 2 heures là, par mon voisin de lit qui avait dit « T'es pas journaliste, toi? » Oh mon Dieu! Je posais trop de questions, puis j'avais refusé de fumer le joint qui roulait. Okay. Fait que, parce que j'ai une intégrité journalistique sans faille. Fait que j'avais pas puffé là-dessus. Avec le recul, j'aurais dû comme puffer là-dessus. Mais bon, je posais trop de questions, tout ça, j'étais louche. Fait qu'il m'avait démasqué, fait que j'étais un imposteur. J'avais donné le nom de mon ami parce que je m'attendais pas à ça, là, de devoir mentir. Puis là, tout ça, après ça, je savais pas c'était quoi les règles dans ce temps-là. Ben, j'ai pogné la piqûre. Parce que là, quand je l'écrivais, ce texte-là, je tripais. Quand je voyais la une, là, c'était une infiltration. Là, j'ai vraiment... c'est là que j'ai catché que finalement, le journaliste, ça peut être très cool. Le vol de vélo est une industrie lucrative à Montréal. Cet homme le sait. Il revend depuis longtemps des vélos volés par un de ses complices. Pour le mettre en confiance, nous lui avons acheté sa vieille bécane pour 10 $ dès notre première rencontre. Avec mon collègue illustrateur André Rivet, on s'apprête à aller passer une semaine au Palais de justice de Montréal. Comme on ne peut y photographier les accusés, nous vous proposons une aventure illustrée au cœur de la machine judiciaire. Le reportage qui t'a fait connaître, bon, c'est en 2013. Tu t'es infiltré, tu étais à la presse à cette époque-là. Tu as passé 3 mois à travailler au bas de l'échelle dans une succursale de Walmart à Saint-Léonard. Qu'est-ce que tu retiens de ce reportage? Je dis que c'est celui qui t'a fait connaître. Est-ce que je me trompe ou... Ben, moi, j'aime mieux que ce soit lui parce que sinon, l'autre, c'est que j'ai patiné pour aller à la job. Puis je trouve ça moins glamour. Pas mal. Fait que je suis très content que ce soit celle-là. T'en as fait un livre après, donc c'est un peu ce qui a lancé, je dirais, Hugo Meunier est devenu un nom connu. Là, c'est celui qui me rend le plus fier, en fait. Puis, j'adore. Tu sais, moi, c'est sûr que ce que je retiens de ça, c'est une bonne leçon d'humilité. Là. Je pense que j'étais en train de m'embourgeoiser solide à ce moment-là. J'étais devenu dans le camp des chialeux à la presse. Ça faisait déjà une couple d'années que j'étais là. Je pense que j'avais perdu le contact un peu avec
la chance que j'ai d'avoir un très bon salaire. C'était ma période veston aussi, où je me prenais un peu pas pour de la merde. Et je pense que ce petit reality check-là m'a aidé pour la suite aussi, parce que j'ai fait des moves après. Fait que, tu sais, je peux quasiment dire que ma crise de la quarantaine a commencé là, même si c'était un peu avant, parce que, tu sais, tous des détails que j'avais oubliés, je buvais peut-être 3 Starbucks par jour, c'est 15$ par jour, 5 jours semaine, 45$, là, c'est un exemple niaiseux, mais c'est juste, je suis arrivé là avec mon char puis mon Starbucks, le premier chiffre, puis premièrement, tout le monde est là en autobus. Premièrement, j'ai eu un commentaire genre café Starbucks, là, t'es riche, toi? Je fume du Maurier dehors, t'es du Maurier, tu sais, là, c'est un nouveau monde. Oh mon Dieu, ouais. Puis je pense que j'avais un peu perdu le contact avec tout ce monde-là. Je me tenais pas mal avec des collègues, tout ça. Puis ça allait bien, nos affaires, on sortait. Il n'y en a pas de problème. Tu as du fric, tu claques du fric. C'est le genre de petits détails que tu racontes là qu'on ne pourrait pas retrouver si tu n'avais pas fait cette immersion-là. Non. Aller faire un reportage, rencontrer des gens dans un Walmart, leur poser des questions, on n'arrive pas avec ces détails. Jamais. Puis, tu sais, au début, il était question de peut-être le faire en attendant dans le stationnement dehors, puis des gens, mais j'aurais jamais pu avoir cet accès-là. Là, j'ai eu accès à tout ce monde-là qui me disait, eux autres, ils bullshitaient pas. Moi, je mentais. C'était très pesant aussi. Comme, tu sais, je retire aussi quelque chose de complètement difficile. Puis, tu sais, moi, ma blonde, à un moment donné, n'était plus capable de mon expérience Walmart parce que je pense que mon bébé, il avait quoi, il avait 6 mois. Fait que, tu sais, déjà, elle se tapait ça. Puis, c'était un gros syndrome de Stockholm de ne pas vouloir les laisser dans la merde, d'être aussi une grosse remise en question par rapport à ma job à la presse, entre les deux réalités. Tu sais, à la presse, j'étais dans un échange de courriel à un moment donné sur le party de Noël, où il y avait un budget pas possible. Là, tu sais, on avait loué le musée juste pour rire, puis il y allait avoir telle vedette, versus le party de Noël chez Walmart, où il commandait du haut coq le midi, puis il allait chercher des chips dans les étagères, puis tout ça, puis... Tu sais, moi, dans le fond, je pense que ça m'a pris ça pour... parce que là, j'avais un peu oublié. Puis moi, je viens pas de... Tu sais, je viens pas tant que ça de la haute, mais je viens de la classe moyenne qu'on faut. Mais ça faisait longtemps, là. Ça faisait comme, quoi, 10-15 ans là, que je vivais très bien. Puis je pense que c'est ça. C'est ce que je retire de tout ça. Réveillé. Ouais. Quand on s'investit autant que ça dans un reportage comme ça a duré 3 mois, est-ce qu'on a je dirais, l'ambition que ça change quelque chose, ce reportage-là? Non, parce que... Non, c'est une trop grosse machine, Walmart, puis j'étais pas à la pêche au scandale non plus. Je sais que mes boss auraient aimé ça, que je vois des gens noyer des bébés dans les toilettes en arrière ou je sais pas quoi, mais tu sais, c'est juste une grosse business qui fait du cash en peu payant ses employés. Tu sais, j'ai pas été maltraité non plus par mes patrons. Puis cette histoire-là, moi, à la limite m'intéressait moyen. Tu sais, il y a eu tout ce qu'on a entendu sur le côté antisyndical de Walmart, le côté Walmart arrive puis ils vont détruire tous les petits commerces autour, mais cette étape-là était déjà passée. Là, c'était plus les 20 ans de Walmart, on aime ça, les anniversaires, puis qu'est-ce qu'il y a à dire encore là-dessus? Puis moi, j'ai une tante qui travaillait chez Walmart, puis c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille, puis c'était bien plus ces histoires un peu de la vie, comment ils sont un peu maltraités au bas de l'échelle qui m'intéressaient. Puis c'était anthropologique, mon truc, pas mal plus. Et j'avais mis ma barre quand même assez basse, même si, évidemment, j'ai trouvé que ça avait passé dans le néant comme reportage. Le livre a bien marché, mais le reportage comme tel, là, tu sais, moi, je fais essai à 5 h du matin. Tu sais, mon chiffre, il était quand même assez dégueu. Tu sais, ça bougeait, là, mais tu sais, mettons, c'était un genre de 6-3. Fait que, tu sais, je me levais à 5 h. Des fois, je commençais à 5, je finissais à 2. Puis là, c'est sûr que je fantasmais à ce que ça pogne. Là. Je me disais, je me donne quand même, Chris, 3 mois. Oui. J'étais top shape, mais je travaillais fort quand même. Je travaillais très fort physiquement. Puis aussi, il y a plein d'histoires. Là. J'avais plein de confessions de tout le monde. Puis je trouvais que j'avais de quoi de bon. Je simulais mes entrevues à Tout le monde en parle pendant que je fais essai quasiment. Là. J'étais là, c'est sûr que je vais aller à Tout le monde en parle avec ça. C'est trop big. Fait que j'ai mis un peu la barre là, mais ça a passé dans... Je voulais pas changer. Je savais bien que Walmart ne fermerait pas. Là. Tout va bien chez Walmart. Les parkings sont pleins présentement. Mais la seule parce que c'était la première édition de la Presse Plus. Fait qu'ils voulaient faire un bon coup avec la première. OK, je me souviens pas que c'était ça. C'était la première. OK. La toute première, c'était toute réserve, là, mais il me semble que c'était ça. Avril 2013. Puis, le fait que c'était la première... c'est un quotidien aussi. Hein, un quotidien, je veux dire, la nouvelle du lendemain remplace l'autre. Il n'y a jamais un dossier qui dure plus que 24 heures. Donc, et aussi, il n'y a pas tant de monde qui l'avait téléchargé, l'application. Fait que, écoute, j'ai donné une entrevue avec mon reportage. Une à Éric Duhem qui m'a fait... il était à la radio, je sais pas où. Premièrement, il a chié sur Walmart tout le long. Après ça, il faisait son envolée anti-syndicale. Puis il m'a fait chanter la toune de Walmart. Fin de la promo.
fin de mon... Fait que ça a pris quand même 2 ans avant que je sorte mon livre. Puis j'ai été déprimé pendant un bout. Là. Après, j'étais là, OK, tout ça pour ça, sérieux, tout ça pour un reportage où ils ont voulu aller gratter le petit bobo. Puis je pense que c'était à un moment donné un de mes formateurs, un de mes boss qui a fait il y avait une petite envolée antisyndicale. Tu sais, genre, hey, si tu te pètes la gueule, au lieu d'aller voir voyons, comment ça s'appelle? La CNSST. Bon, au lieu d'aller voir les autres, viens nous voir, on va t'organiser, on va donner des menus de travaux, ce qui est un peu... ce qui est pas correct. Non. Mais eux autres, ils ont joué ça, puis ils ont trippé là-dessus. Puis, tu sais, moi, ça, je m'en crissais. C'était pas ça que je voulais raconter pendant tout. Là. Referais-tu cette expérience-là, premièrement? Bloquer 3 mois pour ça. Là. 3 mois, c'est long un peu. Je pense qu'ils m'ont oublié aussi, là, honnêtement. Là. Il y a eu un petit changement de garde chez mes boss. À un moment donné, je pense qu'ils ont oublié que j'étais là. Ils pensaient que j'étais en paternité, puis je niaise pas. Là. Ah oui? C'était un peu trop long. Mais en même temps, moi, je trouve que 3 mois, ça m'a permis Pour le livre, ça a été payant. Pour le reportage, pas tant. Tu sais, ça n'a pas été payant pour la presse. Ça a été payant pour le livre. Parce que là, je rentrais dans la tête de mes collègues, puis ils me partageaient plein d'affaires, ils me faisaient confiance. Je leur ferais tout le temps ça. Moi, je ferais que ça dans ma carrière, en fait. Là. Je sais que les médias ont moins les moyens. Urbania, imagine, ils pourraient pas m'envoyer 3 mois quelque part en me payant. Mais moi, c'est ce que je ferais. C'est la meilleure façon, je trouve, de raconter des histoires, c'est de les vivre. Quelle dernière immersion t'as fait? J'en fais moins, là, c'est sûr. Là. Je pense qu'à un moment donné, j'étais-tu itinérant, il y a pas longtemps. Ça, c'est récurrent. Là. Toute fois de temps en temps, je vais coucher quelque part dans un refuge. Fait que c'est peut-être ça. Sinon, j'ai été scrutateur au municipal. Ça, c'est l'année passée, ça? Les élections municipales, oui. Puis ça, finalement, après coup, j'aurais pu le faire à visage découvert sans problème. Je pense qu'ils ont tellement besoin de monde. Mais là, je me trouvais très edgy d'y aller undercover. Et c'est la dernière. Mais tu sais, c'est parce que le fait de le faire sans leur dire, ben, tu le sais, là, c'est que tu as droit à la vraie affaire. Tandis que sinon, tu as tout le sentier tapé, aseptisé des coms. Tu sais, comme même Walmart, quand je les avais appelés après pour les confronter sur les scandales que j'avais vus, là, je dis ça ironiquement, mais le gars, le PR m'avait dit de Toronto, tu sais, la prochaine fois, tu veux faire de quoi de même, appelle-nous. Sauf qu'en même temps, on s'entend que j'aurais jamais eu la même affaire, la même expérience. Il m'aurait collé au cul une PR pendant tout le long. Fait que, je pense qu'il faut le faire quand même, mais c'est ça, j'en fais moins. Parlons des considérations déontologiques, parce qu'il y en a. Le guide de déontologie de la FPJQ le mentionne là, dans la cueillette d'informations. On doit faire notre travail à visage découvert, à moins que l'intérêt public le justifie, qu'on va chercher. Est-ce que tu as cette considération-là déontologique? Oui. Puis j'appelle à FPJQ, des fois pour voir, bon, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis, il faudrait qu'ils revoient aussi cette façon-là, parce que tu es supposé d'être à visage découvert tout le temps. Mais en même temps, à l'heure on est à un clic de se faire buster maintenant. Là, je tape ton nom, je vais voir que tu es un journaliste. Moi, j'ai été chanceux chez Walmart en 2013 parce que, sur Google, j'avais déjà une couple d'affaires de reportages, tout ça. Ils n'ont jamais regardé. Je pense qu'ils regardent aujourd'hui plus. Fait que, donner un faux nom, je pense qu'il faut que ça ait des raisons un peu pour ta danger, ta sécurité, tout ça. Fait que je l'ai jamais fait. En même temps, je pense qu'il y a juste des journalistes qui pensent que des journalistes s'infilent des affaires. Fait que, tu sais, à moins d'être une vedette de la télé ou un journaliste de TVA que tout le monde reconnaît, nous, on peut en faire en masse sans se faire pogner en donnant notre vrai nom. Les gens ont pas ça en arrière de la tête de se dire « Ah, c'est-tu un gars, ça, un journaliste qui s'en vient comme nous infiltrer? » Tu pourrais aujourd'hui faire des... Ouais. Sans être reconnu. Ouais. Mon anonymat se passe bien. OK. C'est le grand départ. Urbania amorce enfin sa grande tournée électorale qui nous mènera, on sait pas trop où, aux 4 coins de la province. En fait, on s'excuse d'avance, pas voulu, mais je pense qu'on va faire chier pas mal tout le monde avec ce topo-là. On est allé au zoo de Granby pour voir comment les gens s'adaptaient à la COVID-19. Véro? Oui. Paraît qu'il y a des jeunes qui savent plus qui tu es. Oui. Est-ce que toi, tu connais les jeunes? On va voir. Pas très longtemps, on parlait que la jeune génération ne connaît pas la culture québécoise. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a une brisure avec l'information dite classique ou traditionnelle, alors qu'Urbania réussit à parler à ce public-là. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour parler à ce public-là? Honnêtement, je partage pas tant cet enthousiasme-là. T'sais, oui, essaye, mais je sais pas à quel point ça marche. Les jeunes, là, mettons, mon fils là, de 14, on les rejoint pas. Là. Fait que, tu sais, les jeunes qu'on rejoint, oui, ils ciblent plus jeunes. 18-35, je pense, la cible officielle. Officiellement, c'est ça notre lectorat. Je sais qu'on rejoint ces gens-là via TikTok, via Instagram, beaucoup.
Par contre, tu sais, je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde de mon âge qui aime encore Urbania, puis tu sais, c'est la première clientèle. Les jeunes, tout le monde essaye de faire jeune. Tu sais, RAD, ça en est un bon exemple. Le 24 heures aussi, le Devoir, ils ont pris une tangente. Fait que, tu sais, tout le monde essaye, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on me dise que ça fonctionne, mais je suis quand même un peu sceptique. Puis je suis quand même un peu pessimiste par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, c'est pas en mettant des bonhommes de mon âge avec une tuque sur la tête que tu rajeunis ton lectorat. Puis il y a ça aussi, tu sais, là, moi, je suis dans la quarantaine, on est jeune, on a un ton, on sac, puis on dit des mots en anglais, c'est tout ça, être jeune. Moi, je pense qu'il faut... là, il y a eu cette mode-là, entre guillemets, de faire de l'âgisme à l'envers dans les médias, de vouloir être jeune, puis faire des TikTok avec des swoosh, là, toutes les fois qu'il y a des mouvements. Mais peut-être que la solution, c'est de moins infantiliser les jeunes en leur juste donnant un Christy de bon reportage parce qu'ils sont pas jambons, puis ils vont le trouver bon. Parce que, tu sais, sur TikTok, là, c'est niaiseux, mais je m'amuse beaucoup avec ça. Puis c'est ma découverte, là. Au début, c'était mes collègues, plus pour me niaiser. Ils m'ont fait faire une série sur TikTok, tu sais, genre le boomer du bureau qui fait TikTok. Puis ils se sont fait fourrer parce que je suis devenu pas pire, puis j'aimais ça. Et moi, dans le fond, tout ce que je faisais, là, c'est de faire des entrevues. Tu sais, habituellement, on me dit tout le temps TikTok ou tout ce qui est jeune un peu, c'est rapide. Les jeunes n'aiment pas ça, écouter des affaires longues. Les jeunes lisent plus. Les jeunes, tu sais, il faut que ça dure 45 secondes. Mais je pense même pas que c'est vrai. Tu sais, dans le fond, qui dit ça? Puis moi, au lieu de faire des 45 secondes, je faisais des entrevues, tu sais, par notre travail, on rencontre des gens intéressants. Fait que, mettons, je rencontre quelqu'un d'intéressant. Tu sais, à un moment donné, c'est Mike Ward qui a fait des maisons pour les itinérants. Oui. Tout ça fait... Je me suis dit, Chris, on va y voir les maisons. Les mini-maisons. Je vais aller voir. Fait que là, j'étais allé, je pense que c'était à Victoriaville. J'arrive là, puis le matin, le gars sort, il l'a testé la nuit, la première maison. Je peux te faire une entrevue avec toi, un débrief de ta première nuit dans une mini-maison de Mike Ward. Ouais, pas de trouble. S'installe, je le filme, ça dure 4 minutes, 3-4 minutes. C'est long, dans le fond, avec aucun montage. C'est juste moi qui filme comme de la merde, tu sais, tout croche. Puis là, il m'explique ça. Écoute, je pense qu'il y a comme 300 000. Puis c'est du monde. Ça, c'est du monde jeune. Ça, c'est mon gars qui l'a vu. Il voit rien de ce que je fais. Il voit juste ces affaires-là. Fait que, tu sais, peut-être que des fois, faites juste leur donner de quoi d'intéressant, puis ils vont l'écouter. Une question de plateforme aussi. Ce même reportage-là sur RAD, ça aurait peut-être pas fonctionné. Peut-être pas. Puis RAD, tu sais, les gens qui consomment ça, moi, je consomme ça. Je suis un gros fan de RAD, mais tu sais, j'ai 44 ans. Je suis pas sûr que c'est moi qui veulent. Puis je ne sais pas à quel point mon fils de 14 ou les jeunes de 20 ans, ils trippent sur RAD, tu sais, mais oui, tout le monde essaie des affaires. On peut pas reprocher aux gens. Le micro-mag, justement, d'Urbania, c'est une façon de déjouer un peu l'algorithme de Facebook. Puis je trouve ça brillant de faire ça parce qu'on n'aura pas le choix, à un moment donné, d'en arriver là. Pour terminer, quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune journaliste qui commence là, aujourd'hui là, dans la profession? Fais-toi un nom par ton travail avant de te faire un nom parce que tu veux te faire un nom. Je trouve que souvent, c'est un problème. Tu sais, moi, j'ai quand même bûché fort. Là, puis là, bon, je parle narcissiquement de moi, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai travaillé fort dans ma carrière. Puis là, je me suis comme fait un petit nom dans le milieu journalistique. Puis là, je trouve que je suis dans zone payante, comme on dit. Là, c'est le fun. Là, tu sais, mes affaires marchent bien, tout ça. Ben, je trouve que des fois, je les trouve très pressés de ça. Puis j'avais pas cette prérogative-là quand j'ai commencé, moi, d'être une vedette, puis qu'on me voit à la télé, tout ça. Le marketing, le branding personnel. Je l'avais pas. Je l'ai eu à un moment donné, c'est sûr. Je voyais des gens l'agacer, tout ça, qui shinaient partout. Puis c'est sûr que ça me tentait, puis je voulais vivre ça. Mais je l'avais pas jour 1. Je me souviens que moi, au début, j'étais là, peut-être très naïf, là, mais j'étais là pour les bonnes raisons. Genre, je voulais raconter des histoires, dire la vérité. Ce côté noble-là, je trouve qu'ils sont plus cyniques des fois, les jeunes. Puis ils ont plein de qualités, ils sont bien plus intelligents. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui sont bien moins ticounes que moi à 20 ans. Ils ont accès à plein de connaissances, sont brillants, ils manipulent les technologies, sont multitask au bout. Mais ils veulent vite, ils prennent à l'envers, ils veulent se mettre en avant, puis après ça, peut-être faire des bonnes histoires, mais tu sais... Le contenant avant le contenu. Exact. Fait que faites des stuns, faites des trucs qui vont faire jaser de vous autres, puis après ça, mettez-vous de l'avant. C'est peut-être le conseil que je leur donnerais, puis sortez, évidemment, ma vieille rengaine de terrain, mais c'est tellement, c'est tellement ce qui manque le plus. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proulx. À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt!